comme à l'école, on se parle de bricole, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à En direct de la Grange, épisode numéro 2. On a un problème, on ne stream pas sur la page Facebook des podcasts et ma page personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Fait que là, j'ai transféré des liens pour que le monde se connecte via YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un matin, je me suis rendu compte que, à un moment donné, j'ai vu mes courriels. Le live partait dans 1 heure. J'ai mis 8h15 du matin. J'ai corrigé l'heure, mais quand tu fais une correction, on dirait que ça vient tout fucker à patente. Donc, je m'en excuse. Présentement, on a une personne en ligne sur YouTube parce qu'on n'est pas ailleurs. Mon t'a dit que j'aime pas ça. Donc, on apprend, on n'a pas bien le choix. Bonsoir Audrey, bonsoir Eliane. Merci beaucoup d'avoir participé au live de ce soir sur la show. Donc, Audrey, toi, tu es directrice commerciale, directrice corporative chez AgroSan. Exact. Située à Joliette, dans l'Anaudière. Et Eliane Lauzon-Lorrain, toi, tu es directrice aussi? Directrice des ventes, également conseillère spécialisée en horticulture chez AgroSan de l'Anaudière à Saint-Thomas-de-Joliette. OK. C'est pas tellement loin. Donc, vous vous connaissez depuis longtemps, j'imagine. Ça fait longtemps que vous faites de la business ensemble? Oui, on a même déjà travaillé ensemble dans le passé. Ah oui, OK. En passant, le live est une présentation de AgroSan. AgroSan Limité développe, fabrique et commercialise des produits fertilisants innovants, exclusifs à valeur ajoutée et à l'efficacité démontrée pour le secteur des grandes cultures, des cultures maraîchères, fruitières et de pommes de terre en Amérique du Nord. L'empreinte AgroSan est incidemment perceptible partout en sol nord-américain. Elle contribue à la forte création de la valeur là où les exploitations agricoles à grande ou à petite échelle engendrent rendement, productivité des sols et croissance tout azimut. AgroSan, cultiver l'innovation. Bravo! Ben, merci beaucoup. J'ai lu le texte à propos sur le site internet agrosan.ca. On a bien fait ça. Ben oui. Puis là, je ne sais pas si elle est prête, là, mais j'ai oublié d'en parler avec Isabelle pour la vidéo corporative. Parce que non, elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête encore parce que je voulais l'intégrer dans le départ du podcast, dans le fond. Et puis, je voulais aussi remercier Isabelle Boutou, directrice marketing chez AgroSan, pour avoir trouvé les invités de ce soir. Pour le prochain live, il va se faire entre les sucres et les semences. Le sujet n'est pas encore trouvé. On va avoir de quoi d'intéressant probablement. Mais là, moi, quand je tombe dans le temps des sucres, avec 17 000 en taille, j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de tout ça. Fait que, un peu pas mal, oui. Bon, hey, si on commençait. Donc, ce soir, avec le sujet sur la chaux. Donc, dans le fond, ce que je voulais, on va expliquer différentes sortes de chaux. Expliquer aussi les produits qu'ils ont chez AgroSan, comme les Nutri-Chaux-Lait. Et puis, on va parler aussi des applications à taux variable, les échantillons de sol, un peu au travers de ça. Donc, ici, on commençait. On va expliquer un peu les sortes de chaux. Tu sais, les chaux traditionnelles, la pierre à chaux. Eliane, si tu peux nous expliquer un peu là-dessus, la chaux calcique, dolomitique. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui existent là-dedans. Oui, ben dans le fond, les standards chauds, c'est des roches qui ont été mis en
en poussière, dans le fond, puis qui vont amener un pouvoir chaud-lent, donc pour remonter le pH des sols. Ça, c'est la calcique, c'est celle qui va amener principalement du calcium. Et la dolomitique, c'est qu'elle amène également du magnésium en plus du calcium et de son pouvoir chaud-lent. Exactement. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on produit une culture, théoriquement, si on ne récolterait pas cette culture puis qu'on la retournerait au sol, ça serait cette culture-là qui chaulerait, si on veut, notre sol. Cependant, malheureusement, mais pas malheureusement parce que c'est correct pour nous autres, mais on sort généralement pas mal tout ce qu'il y a du champ. Hein. Fait qu'on va récolter la feuille, on va récolter le grain, on va récolter les fourrages, les légumes, etc. Fait que cette matière organique-là, dans 90% des cas, elle ne retourne pas au champ. Donc, c'est à cause de c'est une des raisons, en fait, pour laquelle vos sols vont s'acidifier puis que le pH va baisser. Fait que c'est pour ça que c'est important en production agricole là, de tenir à jour nos analyses de sol puis de chauler régulièrement pour empêcher, dans le fond, là, nos champs là, de pH, en fait, là, de s'acidifier. Parce que c'est beaucoup plus dur de remonter un pH que de le faire baisser. Oui, c'est ça, mais des fois, ça prend plusieurs années, plusieurs applications avant de dire que là, le pH commence à être vraiment parfait. Quand on parle d'un pH parfait, on va parler, mettons, d'un pH 7, mais on prend-tu le pH haut ou le pH tampon? En fait, votre pH haut va être le pH qui va représenter la solution du sol. Fait que l'eau dans votre sol, l'eau qui va être capable d'apporter également les nutriments. Fait que ça, c'est vraiment le pH haut. Puis ton pH tampon, ça va vraiment être ton pH qui va représenter vraiment ta matière. Là, le l'humus, là, vraiment la matière là, comme la terre, là, si je pourrais vraiment vulgariser ça au maximum. Fait que c'est un va avec l'autre. Fait que dans le fond, moi, la façon que j'aime l'expliquer, c'est que quand tu regardes ton pH tampon, t'as une lecture, dans le fond, vraiment de ce qui est ton sol. Puis quand tu regardes ton pH à l'eau, ça vient vraiment te dire à quelle vitesse ton pH s'acidifie. Fait que plus ton pH à l'eau est élevé, plus, dans le fond, plus ton sol est en train là, de s'acidifier, puis ça s'en va dans ta solution de ton eau. Fait que, dans ta solution de sol, en fait. Fait que c'est un peu, faut tout le temps regarder les deux. Pour déterminer la dose, on va prendre en fait le guide là, de recommandation là, du CRAAC, puis on suit, là, on va chercher le pH tampon, puis après ça, on prend le pH à l'eau qu'on veut avoir dans notre solution de sol qui va être le maximum, c'est 6,5, puis là, ben, on va aller chercher notre dose par rapport à ça. Fait qu'un va avec l'autre tout le temps. Fait qu'un va nous dire c'est quoi notre pH à ce moment précis-là, puis l'autre nous dit un peu la tendance de notre champ, où est-ce qu'il s'en va, vers où l'acidité là, s'en va là, dans ton sol. Là. OK. Dans le temps, c'est sûr que vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais quand il y avait des pluies acides, ouais. Est-ce que le sol pouvait s'acidifier plus vite, mettons, dans les années 80 versus aujourd'hui? Oui, effectivement. Ça s'acidifiait plus rapidement, puis il n'y avait pas juste les pluies acides, ça apportait autre chose aussi, ça apportait beaucoup de souffle. Oui. Présentement, quasiment toutes les industries maintenant là, sont obligées d'avoir des capteurs pour les émanations là, de gaz à effet de serre, puis le souffle à la sortie des cheminées. Fait que au Québec, principalement, en tout cas, il y a beaucoup moins là, de souffle qui retourne au sol également. Là. Fait qu'il faut penser à ça. Il n'y a pas juste le côté acidifiant, il y a aussi, ça l'apportait autre chose. Ça apporte comme le souffle qui est très, très important au niveau là, de la photosynthèse. Là. C'est ça, parce que dans le diesel, avant ça, il y avait pas mal de soufre là-dedans. Donc là, le diesel est beaucoup mieux raffiné, donc moins de soufre. Mais il y avait aussi des usines de charbon, beaucoup d'usines au charbon aux États-Unis, là, on ne se le cachera pas. Fait que là, il y a moins de soufre de ce côté-là, donc moins de pluie acide. Fait que c'est bon, ça sauve les érablières au moins. Ouais. Ça nous fait économiser ça à chaud à long terme. Ouais, ben ce qui est le fun dans l'industrie chaude, c'est qu'on trouve aussi beaucoup de soufre. Fait que ça va vous permettre aussi d'apporter là, cet élément-là en même temps. OK. Si on y va, attendez un petit peu. On va y aller un petit peu avec les nutri-chaulants. Donc là, attendez un petit peu, je suis en train de...
Je suis perdu dans mes pages, moi, là. OK. J'ai effacé la... OK. Parce que là, vous autres, chez AgroSang, vous en avez quand même plusieurs sortes de Nutri-Cholant. Oui. Fait que dans le fond, c'est quoi un Nutri-Cholant? C'est une chaux qui fertilise. Fait que c'est quoi la différence entre une chaux calcique ordinaire ou une chaux dolomitique ordinaire et un Nutri-Cholant? La principale différence, c'est que ça fertilise et également, c'est que ça chaude plus vite. Ça chaude pas plus fort, ça chaude plus vite. Fait que la chaux calcique ordinaire, ici, tu vois, on a nos produits sur notre site Internet. Fait que si on y va rapidement, on a l'AgroCal 500, qui est un gyps. Fait que c'est un sulfate de calcium, principalement. Fait que ça ne chaude pas. C'est vraiment uniquement pour apporter du calcium. Après ça, on a le Proca, qui est un Nutri-Cholant qui amène beaucoup de potassium, puis également du soufre. On a ensuite le Calpomag, qui est un Nutri-Cholant qui va apporter potassium, magnésium, calcium et soufre. Fait que, puis ça fait pas mal le tour là, pour les produits là, Nutri-Cholant. Il y a l'autre, le Kalim. Ah, le Key Lime. Le Key Lime, c'est pour, excusez, ça m'a sorti de l'esprit parce que le Key Lime, on le retrouve en Ontario. Fait qu'on travaille pas avec au Québec. C'est le pendant du Calpomag, mais pour l'Ontario. Fait qu'on va retrouver magnésium, potassium, calcium également dans le Key Lime à des concentrations différentes du Calpomag, mais uniquement en Ontario parce que la cimenterie qui fournit le Key Lime est située à Bowmanville. Fait que c'est quand même loin. C'est comme 6 heures d'ici à peu près. Fait que, au niveau là, du transport, on serait moins dedans un peu. Là. L'autre, l'AgroCal 500, qui est du gyps. Oui. C'est-tu les panneaux de gyps qu'on a dans la maison? Oui. Effectivement. Ah oui, c'est de la récupération de ça? Oui, dans le fond, c'est avec Recyc Gyps Québec. Fait que c'est vraiment des panneaux de gyps qui sont recyclés. C'est broyé, là, je ne sais plus combien de fois, là, par des procédés là-bas. Fait que ça fait un produit qui est de très belle qualité, qui est très, très pur aussi. Il n'y a pas de cochonnerie. Tu n'auras pas un bout de boîte électrique là, dans ton top gyps. Ou de la peinture à l'huile, tu sais. Ou de la peinture à l'huile, il n'y a pas de ça. Fait que c'est très, très beau. C'est sûr que vous avez des petits morceaux de papier. Hein, je veux pas. C'est des panneaux de gyps. Là. Vous savez comment c'est fait. Là. Il y a quand même un papier qui recouvre là, chaque côté. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que ça peut vous apporter un peu de matière organique aussi là, au passage. Fait que, mais effectivement, c'est des panneaux de gyps recyclés. OK. Dans le temps, mon père avait déjà utilisé du Tubrex. Oui. Ça, c'est-tu remplacé par le Proca ou c'est ça? Oui. Oui, effectivement. Fait que là, je pense que c'est en 2000, me semble. Quelque chose comme ça. Le Tubrex, ça m'a amené dans l'histoire d'AgroSang, ne correspondait plus à nos standards de qualité. Puis, il ne testait plus non plus assez élevé en potassium. Fait que AgroSang a décidé d'arrêter de produire du Tubrex pendant 1 an et quelques, jusqu'à temps qu'on retrouve une source dans la carrière qui, elle, testait encore plus élevé que le Tubrex en potassium. Fait que le Proca teste 7% de potassium, c'est-à-dire 70 unités fertilisantes de potasse par tonne. Fait que ça va quand même assez vite parce que si vous mettez, mettons, 1 tonne à l'acre, fait que si ça fait 70 unités à l'acre, ça donne ça à l'hectare, là, tu fais x 2,47, t'es comme rendu à genre 160 et quelques, là, 170 à peu près, là. Fait que ça va quand même vite, ça apporte quand même beaucoup de potassium assez rapidement. Puis la qualité physique aussi du Proca était beaucoup plus belle que celle du Tubrex. Fait qu'on a redémarré, dans le fond, là, la production et on a renommé le produit là, pour pas que les gens restent avec une mauvaise impression. Fait que maintenant, c'est le Proca là, qui roule depuis plusieurs années là, avec succès. Parce que c'est ça que tu disais qu'il y avait un effet plus rapide parce que dans le temps, mon père avait déjà mis ça du Proca dans un champ. Pas du Proca, du Tubrex. Du Tubrex. On sait, du Tubrex. Et puis quand il avait repris les analyses de sol, c'est comme s'il n'avait pas mis de chaud. Oui. Donc. Ils avaient pris après combien d'années? Ah, tabarouette, dans ce temps-là, je ne sais pas, ça va être 5 ans. Ça devait être aux 5 ans, oui. Maximum 5 ans, là, je ne sais pas, mais il prenait ça régulièrement. Il suivait ses gens quand même assez proches, mais il met ça, puis après ça, il arrive, crime, encore pareil. Fait que, il dit, ouais, ça a coûté cher, puis Chris, ça n'a même pas paru. Il n'était pas trop de bonne humeur cette fois-là. Là. C'est sûr. Dans le fond, la différence au niveau de la vitesse de chaulage, quand on prend une chaux calcique ordinaire ou une chaux dolomitique, le cycle de vie va être de 5 ans. Fait que quand vous allez appliquer votre chaux calcique, si on prend vraiment une chaux calcique, on va prendre celle-là, on va en parler jusqu'au bout. Là. Fait que, si on prend la chaux calcique,
quand vous l'appliquez au sol, ça va prendre à peu près 18 mois, fait qu'un an et demi, avant qu'elle commence à chauler. OK? Il faut que le carbonate de calcium se transforme en hydroxyde avant de commencer à chauler. Fait que c'est la forme hydroxyde qui va chauler, c'est pas la forme carbonate. Fait que quand cette transformation-là est faite au bout d'à peu près 18 mois, d'un an et demi, à ce moment-là, son cycle de vie va être de 3 ans. Fait que ça fait un cycle de vie total pour la chaux calcique d'à peu près 5 ans. Fait que c'est pour ça qu'on disait aux gens, faites vos analyses de sol aux 5 ans. Fait que là, on était à même de revenir puis de faire une correction ou un entretien avec les nouvelles analyses de sol aux 5 ans. Pour les nutri-chaulants, la différence, la grosse différence, c'est qu'ils sont déjà sous forme hydroxyde. Fait qu'ils n'ont pas besoin de se transformer. Quand vous les appliquez au sol, ils vont chauler dans les 6 premiers mois environ. Fait que de 6 mois, peut-être à maximum 1 an, là, vous allez avoir le plein potentiel. En fait, le nutri-chaulant va pogner son pic de chaulage, puis son cycle de vie va durer 3 ans total. Fait que c'est sûr que, tu sais, si au bout de 3 ans, après ça, tu n'as pas repris d'analyse de sol, tu n'as pas entretenu ton champ, tu arrives au bout de 5 ans, ça se peut que ton pH ait rebaissé, tu sais. Fait que, ou il a juste pas bougé, tu sais, il a remonté, puis là, tu l'as pas entretenu, fait qu'il a rebaissé où ce qui était. Fait que c'est sûr que lorsqu'on fait des applications de nutri-chaulant, on suggère fortement de faire des analyses de sol aux 3 ans pour être capable de suivre les champs plus rapidement. Fait que c'est ça la beauté des nutri-chaulants, en fait, c'est qu'on peut venir corriger beaucoup plus rapidement les sols. On fertilise également avec une source de potassium très, très économique, de façon plus rapide. On peut revenir avec cette source de potassium-là, soit en entretien à chaque année ou en correction aux 2-3 ans, là, sans problème. Fait que ça devient très, très intéressant. OK. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une question par texto. Alors, on dirait que ça ne peut pas écrire sur YouTube. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux entre une application de printemps ou d'automne? C'est-tu pareil? C'est pas pareil? Ça griche. On a entendu qu'est-ce qui est mieux entre une application de printemps ou d'automne. C'est quoi la fin de ta phrase? Qu'est-ce qui est mieux entre une application de printemps ou d'automne? Y a-t-il un temps où est-ce que c'est meilleur d'appliquer que l'autre? OK. En fait, c'est sûr que c'est mieux d'appliquer à l'automne. On dit toujours d'appliquer à l'automne. Après les travaux, là, en fait, avant les travaux de sol, après la récolte. Pourquoi? Premièrement, souvent, vous allez arriver avant l'hiver. Fait qu'il va y avoir un temps de repos aussi pour votre champ. Les micro-organismes vont avoir le temps aussi de travailler avant le printemps. Par contre, vous pouvez également appliquer au printemps sans problème si ça passe puis vous êtes dans un sol qui ne compacte pas, tu sais, qu'il n'y a pas Dans le fond, on ne veut pas défaire le bénéfice. Tu sais, on ne veut pas que ça soit plus dommageable de passer avec la machinerie versus ce que la chaux va t'apporter. Tu sais. Fait que si tu es dans un sol qui est capable de le prendre, puis dans un sable ou un loam ou quelque chose comme ça, puis tu sais, il n'y a pas de problème, ça ne cale pas, vous pouvez y aller au printemps, il n'y a pas de trouble. Là. OK. C'est un peu la même chose que j'aurais dit d'Audrey. Dans le fond, c'est le bon moment, c'est le moment de ne pas faire une mauvaise application. C'est dans le fond, si l'automne, on finit de battre, puis moi, s'il neige, c'est peut-être pas le bon temps d'aller mettre la chaux. C'est ça. On va faire énouer un mauvais travail versus si au printemps, on sait qu'on va semer plus tardivement la culture, on est mieux d'attendre que si on a un printemps qui est plus sec, ben là, on va aller le faire, puis on va faire une belle application sans faire de compaction. Dans le fond, c'est vraiment... Puis l'avantage des nutri-chaulants, comme Audrey a dit, c'est la rapidité. Donc, même si c'est mis au printemps, l'effet va être là quand même dans l'année. OK. Bon, j'ai eu de la confirmation. Ils ne sont pas capables d'écrire sur YouTube. Hey, ça va bien. On ne s'entend pas non plus. Ça griche encore. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça va bien, ça va bien. J'ai hâte de réécouter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, dans le fond, si j'enlève la page de présentation, ça change-tu de quoi? Ah, t'es revenu, là, je pense. Je suis revenu? Oui, on t'entend bien. OK, j'ai enlevé le share screen puis le son a changé dans mes oreilles. Bon, plein de nouveautés, tabarnak, à soir. On est encore en rodage. Hein? Donc, on va recommencer à gricher. Donc là, on a expliqué un peu la différence entre l'hydroxyde de calcium et le carbonate de calcium. Donc, j'ai mis les formules chimiques. Donc là, ça, on l'a expliqué.
Eliane, Mhm. on va y aller avec tes cartes que tu as faites avec. En fait, c'est le champ que tu as en arrière de toi. Oui, exactement. Dans le fond, c'est un champ qu'on a pris en analyse géoréférencée. Donc, c'était 1 point à l'hectare. Donc, c'était un champ là, qui était assez grand. On a présentement là, à l'écran les 2 types de pH comme Audrey l'a présenté. Le pH eau qui présentait dans le fond là, la teneur, le côté acidifié dans la solution à l'automne. Ça a été pris à l'automne. Et le pH tampon là, qui est le pouvoir comme chaud-lent que le sol a en bagage lui-même. Donc, suite à ces résultats-là, on a pu faire nos recommandations de chaud. Il y avait plusieurs zones qui avaient des besoins, sauf 2 zones bleues, comme on voit là, et je vais me tasser. Bon. L'autre côté. On les voit comme de mon côté, ces 2 petits ronds qui n'ont pas été chaulés. Donc, on a la photo derrière moi, c'est une photo faite par le producteur suite à l'application là, de la première application de chaud. Donc, après, là, les résultats, là, on fait la recommandation. Donc, évidemment, la majorité des points avaient un besoin de chaulage. Donc, ensuite, on va aller regarder notre capacité d'échange cationique, la CEC. Et ça va nous indiquer un peu là aussi la teneur, comment que le sol peut garder les nutriments. Donc, ça va nous indiquer un peu les saturations de potassium qu'on va viser. Parce que nous, côté potassium, on travaille beaucoup avec les teneurs en saturation et non les teneurs en kilos à l'hectare. Parce que, comme Audrey nous l'a si bien enseigné, on aime bien son exemple. Les kilos en hectare, c'est qu'est-ce que, dans le fond, on a dans notre compte en banque. Donc, qu'est-ce que le sol contient. Mais la saturation, c'est qu'est-ce qui est disponible. Donc, c'est qu'est-ce que on peut, notre pouvoir d'achat dans un sens comme c'est notre compte en banque. Fait que, Tu peux avoir des fois, une on peut avoir un hypothèque, compte. là. Oui, c'est ça. On peut avoir un très gros compte en banque, mais si on a une très grosse hypothèque, on n'a plus de liquidité. Donc, la saturation, c'est vraiment un équivalent de la liquidité côté teneur en nutriments là, des sols. Et la CEC, chaque CEC a sa saturation idéale. Donc, on va également regarder ça là, dans nos recommandations. Dans le Donc, fond, le but, c'est vraiment d'aller atteindre la saturation idéale. Mais oui. comme Eliane a dit, c'est un idéal. Fait que peut-être qu'on va jamais l'atteindre, mais c'est là qu'on s'en va. Fait que c'est vraiment notre indicateur. Tu sais, on s'en va par là. Fait que c'est ce qui va nous aider, dans le fond, à rendre ces nutriments-là disponibles. Parce que tous les nutriments sont interreliés dans le sol. Fait que pour que les nutriments qui sont notre liquidité deviennent disponibles, on doit créer un équilibre. Fait que le potassium est en équilibre avec le magnésium avec le calcium avec le potassium. Fait que c'est important là, de venir jouer avec cet équilibre-là pour essayer là, de l'atteindre le plus possible. Puis lorsqu'on l'atteint, ben ce qui est le fun, c'est que ces nutriments-là deviennent disponibles pour la plante. Fait qu'on tombe avec un champ qui est à son plein potentiel de rendement ou presque. Fait que c'est vraiment le but de la manœuvre là, lorsqu'on vient faire des applications de fertilisants à taux variable, là, principalement. Là. Et puis aussi, est-ce que je griche? Non, ça va. Okay, ça va, OK. Avec la CEC, ça peut nous dire aussi c'est quoi que la terre qu'il y a, du sable ou de la terre forte. Fait que, on passe de 9,9 à 24. en dedans d'un petit bout, là. Ouais. Fait que c'est clair qu'il y a un coteau de sable, là. Ça, c'est clair. OK. C'est juste par la CEC, on peut déjà le savoir qu'il y a sûrement un petit coteau de sable. Quelque chose dans qui le est fun fond, à labourer. la CEC, oui, excuse-moi. Dans le fond, la CEC, quand tu es à 15, c'est comme pas mal dans le milieu. Fait que t'es comme dans un long. Fait qu'en bas de 15, tu t'en vas vers le sable. Plus c'est bas, plus c'est sableux. Plus c'est élevé, plus c'est argileux. Fait que c'est ça. Fait que comme tu dis, là, on est à 9. Fait que là, on est dans quand même un pas pire sable. Puis là, tu tombes à 24, t'es dans une argile, une bonne argile. Là. Ouais, mais il n'y en a pas long de bonne argile, là. Non. Non. Là, ensuite, ça, c'est les cartes de saturation qui est dans le fond en magnésium et en potassium. Donc, on voit l'optimal selon les CEC, là, on va viser entre 3 et 4 là, de saturation en potassium, puis autour de 10,
12 dans la magnésium. Fait qu'on voit là, qu'il y avait un besoin là, au niveau aussi de potassium et de magnésium dans ce champ-là. On n'est pas dans l'optimal. Là. Donc là, pour augmenter la saturation, juste la potasse, ça peut-tu faire la job? Oui, oh oui, on peut y aller avec... là, tu as recommencé à gricher, Christian, là, mais j'ai compris. Là, on peut mettre du potassium pour augmenter la saturation. Sauf que nous, on a regardé, là, parce qu'au Québec, c'est nouveau là, qu'on travaille avec les saturations. Fait que les États-Unis ont plus d'expérience que nous. Même l'Ontario a plus d'expérience que nous. Fait que nous, pour faire nos chartes de recommandation, on s'est basé beaucoup sur AIL en Ontario, puis également sur les États-Unis. Et les doses qu'il faut apporter de potassium pour monter la saturation, c'est très, très haut versus des kilos à l'hectare. Fait que on peut facilement se ramasser avec même des 1 tonne à l'hectare de potasse, juste pour monter, exemple, de quelques pourcents de la saturation. Là. De 1,5%. C'est vraiment très, très haut. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. De là, l'avantage du Proca, et c'est ça. Parce que le Proca, comme Audrey l'a dit, ça amène quand même 70 unités la tonne. Donc, si en plus notre champ a un besoin de chaulage, partout où est-ce qu'on va mettre du Proca, ça va amener une très bonne teneur en potassium. Donc, ça nous aide beaucoup à diminuer notre application ensuite de potassium pour monter la saturation. Fait que si on met, comme ce champ-là qui avait un haut besoin de chaulage, on pouvait amener facilement là, des 500 puis même des 600 unités de potassium. Là. Parce que il y avait 2 applications à faire là, dans ce champ-là. Là. Fait qu'on peut facilement monter notre teneur versus après ça, mettre beaucoup moins de potassium de 0,060. Là, si je regarde les cartes pour le fun, où c'est qu'il n'y avait pas besoin de chaud, la saturation a de l'air quand même pas si pire en même temps. Fait que si tu as une application de chaud en Proca, dans le rond où tu n'as pas besoin de chaud, il n'y a comme pas besoin de potasse aussi en même temps. Possiblement. Puis si jamais il y avait besoin de potassium, ben on peut faire, nous, des cartes pour aller seulement chauler les endroits qu'il n'y a pas, j'ai pas chaulé, mais fertiliser en potassium les endroits où il n'y a pas eu assez de potassium emmené avec le Proca. Nous, on travaille beaucoup avec des cartes mixtes qu'on appelle, là, donc une première carte qui va être avec le pH, donc pour vraiment les chauler. On calcule tous les apports de potassium que le Proca apporte à ce moment-là et on va aller déduire ces apports-là de nos cartes en potassium pour augmenter la saturation. Fait qu'on marche avec une carte de saturation puis une carte de Proca, puis là, on va aller refaire une carte suite à l'application de Proca. Donc, il y en a qui, je me souviens que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait dit « Ça paraît, depuis que j'ai des PAF, mes terres ont baissé pas mal en potassium. » Là, je ne la comprenais pas, celle-là. C'était peut-être de phosphore, mais c'était peut-être trompé. Mais que les terres baissent en potassium, tu vas réduire ta saturation. Tes terres qui sont trop basses en saturation en potasse, il arrive quoi? Es-tu juste moins disponible? C'est sûr qu'il y en a moins, oui, mais... Ben, dans le fond, c'est qu'il y a les deux. C'est que quand la saturation est basse, ça veut dire que la plante va avoir de la difficulté à aller la chercher. Ouais. Il peut y avoir différentes explications pourquoi que la saturation est basse. Il peut y avoir carrément une diminution de la teneur, donc les kilos à l'hectare peuvent être basses. Ça se peut, là, que carrément le champ est pauvre, mais il peut aussi avoir un déséquilibre avec les autres éléments. Comme Audrey l'a dit tantôt, calcium, magnésium, potassium, ces 3 éléments-là rentrent beaucoup en lien. Fait que nous, on a vu des champs que des teneurs en magnésium étaient naturellement très hautes. Tantôt, on parlait d'une saturation idéale autour de 10-12% de magnésium, mais on a des terres qui sont naturellement en haut de 20% de magnésium, et même, j'en ai déjà vu jusqu'à 30%. Puis malheureusement, on peut pas enlever du magnésium. Ça s'enlève pas un nutriment comme ça. Fait qu'il faut plus aller monter les autres éléments à ce moment-là pour essayer d'aller rééquilibrer les ratios. Parce que idéalement, un ratio potassium-magnésium, c'est 0,25 qu'on calcule, qu'on veut. Mais encore là, ça va dépendre de la CEC. Plus la CEC est basse, donc plus on est dans une terre légère, plus on veut un ratio qui va être un peu plus haut que le 0,25. On va aller viser plus le 0,3, 0,35, parce que la teneur en potassium doit être un peu plus haute parce qu'il y a moins de retenue, vu que c'est une terre légère. Donc, donc tout ça,
rentre en ligne de compte. Fait que oui, la saturation de potassium peut être basse, mais après ça, il faut aller diagnostiquer le pourquoi. C'est-tu parce que le sol il est pauvre ou c'est parce que les autres éléments le bloquent? OK. Il faut vraiment lire les analyses de sol. Hein. Ça, c'est important. Là, vraiment, là, c'est super important. Dans le fond, il ne faut pas juste regarder les kilos à l'hectare. Il y a des chiffres partout sur votre analyse de sol. Ils servent à quelque chose. Moi, je regarde une chose. Ah, j'ai pas besoin de chaud. C'est bon! Ouais, c'est ça. Exactement, c'est pas juste ça. C'est ça, c'est pas juste ça. Fait qu'il faut vraiment les lire. Puis, tu sais, je vous invite vraiment, tu sais, à consulter vos conseillers agricoles, vos agronomes qui sont formés pour ça, comment lire les analyses de sol. Puis, je vous invite aussi à leur demander de vous l'enseigner. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Un coup qu'on le sait, ça prend littéralement, moi j'explique ça, je pense, en 10 minutes. C'est vraiment pas tant long. Puis faut juste le savoir en réalité. Puis un coup qu'on le sait, là, c'est facile après de le faire à la maison. Là. Vous prenez vos analyses de sol, vous les regardez, puis là, vous êtes capable de savoir un peu où le problème, comment je vais le régler. Puis ça va vous aider aussi à faire une fertilisation beaucoup plus efficace. Parce que si vous savez que votre champ, ben, il est pauvre en potassium, mais vous allez fertiliser un petit peu plus en potassium. Si vous savez que les saturations n'est pas disponible parce qu'elle est bloquée par un autre élément, bien là, vous savez qu'il va falloir que vous ajustiez également votre fertilisation parce que ce qui est dans votre sol, il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas disponible. Fait que c'est important là, de vraiment bien lire là, les analyses de sol. Et de bien lire ou de bien se les faire expliquer aussi. Oui. On a chez AgroSan, j'en profite, on a une application iPhone ou Android, comme vous voulez. Puis, sur l'application, vous avez une section, c'est écrit Nutri-Solaire, puis vous pesez là-dessus, puis vous prenez votre analyse de sol à côté. Puis, vous allez suivre les indications, c'est super facile, là, c'est vraiment des pitons, là, oui, non, là. Ça va vous demander, mettons, est-ce que votre pH est supérieur à 6,9? Là, vous dites, mettons, non. Est-ce que votre saturation en potassium elle est plus haute ou plus basse que 3,5? Vous dites oui ou vous dites non, etc. Vous suivez toutes les étapes. Puis à la fin, ça va vous donner une recommandation, soit en chaud calcique, en Proca, en Calpomag ou juste en potassium. Là. Ça va vraiment vous donner une recommandation complète avec les doses, toute l'équipe. OK. Ah, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ah, ben c'est le fun. Si on regarde la prochaine carte. Oui, ça, dans le fond, c'était l'application 1 en Proca. Donc, on voit là, les deux ronds en question qui sont à 0. Il y a un rond qui était un peu plus bas, qui était à 3 tonnes à l'hectare. Et tout le restant, là, c'était proche du 5 tonnes ou 5 tonnes à l'hectare, qui est comme la dose max qu'on peut mettre en Proca. Donc, 2 tonnes à l'acre. Parce que vu que c'est une chaux... Oui, c'est ça, exactement, 2 tonnes à l'acre. Parce que vu que c'est une chaux qui fertilise rapidement, on ne veut pas non plus débalancer. Donc, on ne va pas fertiliser autant qu'avec une calcique ou une dolomitique. Parce que quand on prend notre guide du crack, la calcique, on peut monter jusqu'à un 8 quelques tonnes à l'hectare. Le Proca, on conseille d'arrêter à 5 par application. La deuxième carte d'application, maintenant. Ouais, ça, c'est la deuxième. Fait qu'on, là, on voit qu'il y a plus de zones à 0. Il y a encore des zones qui sont là proches du 5 tonnes, donc encore de la dose max. Fait qu'on voyait vraiment qu'il y avait un très haut besoin de chaulage. Donc là, c'est-tu la même année avec une autre sorte de chaux ou c'était année 2, encore à taux variable avec du Proca? Ben, ce cas-là, c'était encore du Proca, mais rendu là, c'est une décision un peu du client, où, selon les teneurs en potassium, si on voit que le champ n'a pas un besoin aussi haut en potassium, ben on peut faire une application 2 en calcique à ce moment-là, tout simplement, mais jamais la même année. Parce que ça reste qu'on veut quand même faire travailler la première application. Donc, le but d'arrêter à 5 tonnes, c'est de dire on laisse le 5 tonnes travailler. Fait qu'on laisse minimum 1 an entre les deux applications pour au moins qu'il travaille. Là. Puis, on peut même aller jusqu'à 2 ans sans problème là, pour le laisser faire un petit effet. Puis après ça, on embarque sur l'autre application. Mais dans ce cas-là, vu qu'il y avait également un haut besoin en potassium, on est allé avec le Proca pour vraiment maximiser le plus possible l'application de chaulage puis diminuer les coûts. Parce qu'après ça, il y a eu du potassium qui a été mis dans les endroits qui manquaient. Donc, dans le fond,
Si le Proca, ça il prend 6 mois avant de faire effet, puis quand il fait effet, c'est 18 mois, idéalement, ce serait d'y aller aux 2 ans. C'est entre à peu près, c'est pas tout à fait 2 ans. C'est mettons entre 2 et 3 ans, là, son cycle de vie. Là, ça dépend des types de sol, ça dépend de ta dose aussi que tu as mis. Mais oui, nous autres, on suggère aux 3 ans. Là. OK. Moi, comme Eliane a dit tantôt, ça dépend tout le temps de ton champ. Puis, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est super important de vraiment venir entretenir. Hein. C'est pas parce qu'on atteint un pH de 7 qu'il va rester de même. Là. Il faut vraiment faut venir l'entretenir. Fait que, tu sais, à chaque année, nous, on suggère vraiment de faire des petites doses d'entretien, 3/4 de tonne à l'acre. Puis là, à ce moment-là, ben, ça vous apporte de la potasse que vous pouvez déduire de votre fertilisation. Fait que vous sauvez des frais. Puis, en même temps, vous allez maintenir votre pH là, en santé. Là, fait que faut vraiment pas oublier d'entretenir nos champs. Souvent, on s'arrête lorsqu'on atteint le 7, mais il faut pas faire ça. J'ai une question sur Messenger. Est-ce vrai qu'une application de fumier sur la chaux annule le pouvoir chaulant de celle-ci? En fait, je sais pas si tu veux répondre, si je réponds. Un ou l'autre. Vas-y, Audrey. En fait, quand on met de la chaux, ça active les micro-organismes. Les micro-organismes vont travailler dans un pH là, qui va s'approcher du pH neutre. Fait que c'est sûr que lorsqu'on augmente le pH d'une substance qui est riche en micro-organismes, ça va faire travailler les micro-organismes qui vont dégrader la matière organique. Fait que quand vous faites une application de fumier, mais ce qu'on veut, c'est que nos micro-organismes dégradent cette matière organique-là pour rendre les fertilisants qui sont là-dedans disponibles. Fait que c'est sûr que si tu viens mettre du fumier par-dessus de la chaux ou de la chaux par-dessus du fumier, mais ta chaux, elle va travailler sur ton fumier et non sur ton sol. Fait que c'est ça qu'on veut éviter. Fait qu'il faut juste travailler intelligemment, laisser un petit laps de temps entre les deux ou enfouir ton fumier correctement, tu sais, mettre ta chaux, après ça, travailler ton sol, mettre ton fumier, enfouir ton fumier. Tu sais, l'important, c'est vraiment juste de ne pas les mettre comme les deux, un par-dessus l'autre, pur, là, tu sais, straight. Là. Parce que c'est sûr que ta chaux va travailler sur ton fumier et non sur ton sol. Donc, dans le fond, tu mets de la chaux, un petit coup d'air avant d'étendre du fumier? Ouais, tu pourrais. Ou mettre la chaux en premier. Même si tu veux tout enfouir en même temps, ben tu mets au moins ta chaux en premier. Dans le fond, là, ce que tu veux, c'est vraiment que ta chaux elle touche ton sol le plus rapidement possible. Okay. Fait que si tu veux faire juste un passage puis que tu n'as pas envie de faire 2 passages, là, ben il faut vraiment, mettons, si tu décides de mettre ta chaux et ton fumier, ben t'enfouis tout de suite après parce que tu veux que ta chaux, elle touche le sol puis qu'elle travaille sur ton sol et non sur ton fumier. Anyway, je pense pas que ceux qui étendent de la chaux, ça va lui tenter de se promener dans un champ où il y a du fumier détendu. Là. Non, c'est ça. Non. Ça, c'est l'autre point. Il va avoir un petit téléphone. Donc, OK, ouais. dans le fond, dans la logique des choses, mettez la chaux sur le sol et le fumier par-dessus si vous voulez tout faire ça la même année. Oui, c'est ça. Puis on enfouit rapidement, là, vraiment, on ne laisse pas la chaux travailler sur le fumier. Là. Il y avait une dernière carte à montrer, Eliane. Oui, bien ça, dans le fond, c'est la carte, après les 2 applications de chaux, c'est la carte de potassium qu'on a faite. Fait que là, on peut voir un peu le genre de design que ça donne après qu'on ait enlevé les apports en potassium. Puis sur le côté, c'est les doses de 0,060 apportées. Fait que là, on passait de 295, je pense, qui était la plus haute dose, à 95 kg à l'hectare. Fait qu'on peut voir que c'est des très petites doses pour augmenter une saturation. Parce que comme je disais tantôt, là, pour monter une saturation, on peut mettre plusieurs kilos, centaines et même plus d'une tonne de 0,060 normalement. Mais avec l'avantage du Proca, ben, on a pu diminuer ça à des 200, 100, puis même 95 kilos à l'hectare de 0,60. Fait que le coût est vraiment moindre à ce moment-là. Et on peut essayer d'aller le plus possible vers notre saturation optimale. Parce que moi, dans ma tête à moi, du Proca, vu qu'il y avait beaucoup d'éléments de fertilisation dedans, je le voyais mal un peu de l'utiliser en application à taux variable. Là, ça va dépendre aussi des besoins en potasse puis tout. Là. Je vais prendre un exemple que je vous ai montré tantôt. Ça ici,
je ferme ça, je rouvre ça, je viens chercher ma fenêtre et celle-là. Et voilà. Ah oui. C'est une carte d'application chaud que moi j'ai fait dans un champ. Donc, le rouge vin, il n'y avait pas de chaud dedans. Puis là, on s'entend, c'était vraiment juste de la calcique que je mettais dans ce champ-là. Là. Il y avait, le restant, c'était 5 doses. Ben, il y avait 2 doses pareilles. Dans le fond, 4 doses dans les 6 carreaux. Donc, un carreau, pas de chaud. Tu sais, je me voyais un peu mal avec, mettons, un produit comme le Proca, le mettre à taux variable avec quand même des variables, des variations de doses quand même assez élevées. Ben, dans le fond, ça va vraiment dépendre des résultats d'analyse de sol. Parce que si on voit que dans les zones qui sont, mettons, qu'il y a un haut besoin en chôlage, il y a aussi un haut besoin en potassium, ben, ça va vraiment aller faire une économie. Dans le fond, c'est vraiment ça, là, c'est vraiment une question d'économie de coût et aussi d'efficacité de potassium, parce que ça reste que c'est du sulfate de potassium qu'on met avec le Proca. Et du 0,060, c'est du chlorure de potassium. Fait que c'est pas le même type de potassium non plus. Le sulfate est plus rapidement là, disponible pour la plante, puis en plus, ça amène du soufre. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'aller vers un questionnement quand on lit l'analyse. Est-ce que notre champ a un haut besoin en potassium ou pas? C'est sûr que si le champ il y a des saturations quasiment optimales, non, on n'ira pas avec du Proca. Mais si les saturations sont pas optimales, puis qu'on sort une carte de saturation suite à ça, que, exemple, les apports vont jouer entre 200 puis 600 kilos à l'hectare de 0,060, exemple, pour monter notre saturation optimale, ben oui, un Proca peut être envisagé parce que le Proca va amener des 160, à peu près là, une unité ou même plus que ça, là, même jusqu'à 200-300 unités de potassium, qui va être un équivalent d'à peu près là, 500, c'est autour de 500 kilos à l'hectare de 0,060. Fait que les zones qui ont été chaulées au Proca vont peut-être se ramasser à 0 de potassium. Et les places qui n'ont pas été chaulées, ben là, on va aller mettre du 0,060. Mais le côté coût économique est vraiment mieux. Faut pas, même avant, là, on recule il y a 3 ans, exemple, quand l'engrais était moins cher que présentement, ça valait quand même la peine de mettre du Proca. C'était quand même moins coûteux. Mais présentement, avec le prix des engrais, même si ça l'a baissé un peu, là, c'est quand même beaucoup plus coûteux mettre du 0,060 que mettre du Proca. On peut facilement parler d'un 40 sous l'unité de potassium de plus avec du 0,060 que du Proca. Là. OK. Ouais. Fait que puis, faut pas oublier aussi la distribution, hein. Fait que, tu sais, le Proca, c'est sous forme de poudre. Fait que, veux pas, tu vas toucher beaucoup plus de sites de CEC. Tu sais, le CEC, il est sur les particules de sol. Puis ce qu'on veut, c'est que ces CEC-là, se chargent de potassium pour pouvoir venir rééquilibrer vos saturations. Fait que, si on y va avec une bille d'engrais, ben ta bille d'engrais, elle va toucher les particules de sol qui sont autour d'elle, puis ça va s'arrêter là. Fait qu'il va y avoir beaucoup moins de sites de CEC qui vont se charger de potassium. Versus si on y va avec un produit sous forme de poudre, comme le Proca, qui est une poudre très fine, puis qui va être étendue de façon homogène partout sur le champ. Mais là, écoute, tu as une application quasi parfaite. Là, tu vas avoir beaucoup plus de sites de CEC qui vont prendre un potassium, qui vont le garder. Fait que là, tes saturations, tu vas pouvoir les remonter beaucoup plus efficacement là, que juste avec l'engrais granulaire, avec une granule ici et là. Parce que la petite poudre, elle a un contact partout. Elle n'a pas besoin d'aller au centre vu qu'elle est tellement petite. Exact. J'ai sorti une analyse de sol d'un de mes champs. Ça, j'aime ça. Fait que là, moi, j'ai regardé. Ouais, on s'approche. J'ai pas besoin de chaud. Je l'ai remis dans le classeur. C'est fini. Ouais, c'est ça. Fait que mettons là, qu'on regarde juste ta fertilisation parce que là, bon, t'es à 6,9, 7, ton pH est comme parfait. Fait que théoriquement, on ne chaulerait pas.
À moins que tu me dirais que ça fait 2 ans que c'est pas chaulé, puis que là, tu as peur que ça soit en train de s'acidifier, que c'est des champs de céréales, que tout sort du champ, qu'il n'y a jamais de matière organique qui retourne dans ton champ. Là, je te dirais, bon, on peut faire une application d'entretien, il n'y a pas de problème. On pourrait y aller à 3/4 de tonne à l'heure, qu'une tonne à l'heure, ça ne va pas monter ton pH à l'infini non plus. Ça va juste le maintenir. T'sais, ça va le monter un petit peu, mais ça va pas, ça fuckera pas toute la patente. Fait que quand on regarde tes kilos à l'hectare, là, qui est vraiment la portion que tout le monde regarde, dans le beau graphique, là, tout coloré, tout beau en haut. Fait que ça, c'est la portion, comme Eliane disait tantôt, qui c'est votre compte de banque. Fait que ça, c'est ce que vous avez dans votre champ total. Mais c'est pas parce que tu as un gros compte de banque que ça veut dire que tu es riche. Ça se peut que tu aies une très grosse hypothèque, ça se peut que ce qui est dans ton compte de banque, tu n'aies pas le droit d'y toucher non plus. Fait que là, mettons qu'on regarde ici ta colonne de potassium, ça l'indique qu'elle est dans la catégorie riche. Puis si tu descends ton analyse, pour qu'on voie les saturations en bas. Bien, je voyais déjà une problématique. Oui, quand on regarde dans ta saturation, la ligne potassium, ça dit juste que tu es bon. OK. Mais tu es à 1,6, c'est ça que je vois? Oui. Oui, 1,6. 1,6. Idéalement, on vise en haut de 2. Oui. Mais là où il y a comme un... Excuse Audrey, là. Oh non, vas-y, on s'emballe, on est comme une analyse de sol. L'analyse de sol, on est folle. Là où, dans le fond, on voit qu'il y a comme un débalancement, c'est le magnésium, comme je parlais tantôt. C'est rien qu'une analyse de sol, c'est pas le 2,81, ça, là. Il est haut, là, ton magnésium, c'est fou. Ouais. Ça, c'est typique des argiles. On le voit tout de suite avec la CEC que c'est un 26 points. Fait que c'est très riche. Donc, c'est vraiment une argile quand même assez forte, selon moi. Avec un magnésium très haut. Sûrement un peu type compacté. Ça se peut-tu, Christian, qu'elle soit un petit peu tendance à faire des agrégats, des gros agrégats? Ben, faut être mollo. Faut être mollo. J'ai beaucoup de terre forte, là, puis il faut y aller très, très, très mollo. C'est ça. Parce que souvent, le magnésium va tendance à faire des sols qui se compactent. Quand on a une haute teneur en magnésium comme ça, scientifiquement, ils disent que c'est des sols qui vont se compacter plus. Et il faut essayer d'aller comme étirer un peu les plaquettes d'argile, là, dans le fond, essayer de les détendre avec d'autres éléments, dont le calcium. Le calcium. Ouais, le calcium va vraiment aider à détendre ça. Puis là, on le voit que ta saturation en magnésium, ils disent que c'est riche là, à 60 là, de saturation, mais dans le fond, c'est pas si riche que ça. Là. Idéalement, c'est un peu plus haut. Oui, le calcium, c'est ça. Ouais. Idéalement, c'est un peu plus haut. Là où on peut aller voir... Ça devrait être autour là, de 75 à peu près, là, 78 là, de saturation. Ton meilleur, mettons, là, ton idéal, là, ça devrait jouer autour de ça là, dans le calcium. C'est là où on peut aller voir, c'est des ratios, comme je disais tantôt. Là. Fait que tout de suite en bas, là, quand c'est écrit rapport, KMG, puis, idéalement, lui, on vise 0.25. Tu es à 0.08. OK. Oui, j'ai juste apporté une attention particulière. Ta petite colonne du milieu, là, c'est écrit marge moyenne. C'est pas écrit idéal, OK? Je sais pas si tu vois de où je parle. Là. Marge moyenne. Bon, fait que marge moyenne, là, souvent, c'est les clubs là, qui font faire les analyses avec cette mention-là. Vous pouvez demander que ça soit échangé puis que ça soit écrit idéal. Là, ça va vous sortir vraiment les idéales qu'on veut viser. Marge moyenne, c'est la marge moyenne des producteurs de ta région. Fait que ça se peut que soit bon. Tu sais, si tout le monde, là, je fais vraiment une grosse affaire, là, mais si tout le monde est poche, ça se peut que tu sois juste bon dans les poches. Pas si tu me suis. Ouais. Fait que c'est pas ça qu'on veut. T'sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment viser l'idéal. On veut pas rester dans la marge moyenne. Fait que c'est important, si vous voulez avoir un guideline, là, vraiment une ligne de conduite, de demander que ça soit écrit idéal, puis ça va vous sortir les bonnes données là, dans la colonne du milieu. Puis c'est, comme Audrey disait, si mettons, c'est un champ que ça fait quand même plusieurs années que tu n'as pas chaulé, je pense qu'une application de Proca avec une dose d'entretien à 1 tonne à l'heure peut être très bien envisagée. Parce que ça va t'amener du calcium, ça va t'amener du potassium, ça va pas surchauler.
parce que le but, c'est pas non plus de trop chauler, parce que ça nous amène d'autres problèmes. Là. Quand on monte le pH à du 7,3, 7,4, il y a d'autres problèmes qui embarquent là-dedans. Mais à 1 tonne à l'heure, tu vas pas te rendre là. À moins que tu dises que tu as chaulé l'année d'avant, là, oui. Là. Mais si ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été chaulé, ça peut être très envisagé d'aller vers du Proca pour justement essayer d'aller remonter un peu ta saturation, autant en potassium qu'en calcium. Effectivement. Le dernier point que j'aimerais apporter, faut pas oublier que les nutri-chaulants, c'est de la chaux qui fertilise. Fait que là, on parle beaucoup là, de saturation, rebalancer les sols, etc. Mais il y a deux façons d'utiliser les nutri-chaulants. Il y a la façon, celle-là, qui est celle à privilégier, qui est celle qui va être la plus économique pour vous lorsque vous voulez rebalancer un sol. Ça va vraiment être avec le Proca que ça va coûter le moins cher de le faire, ou avec le Calpomag. Mais il faut pas oublier que vous pouvez fertiliser aussi avec les nutri-chaulants. Le fertilisant qui est dedans est disponible immédiatement pour votre plante. Fait que si vous voulez, vous pouvez vraiment considérer les unités fertilisantes que ça apporte puis venir le déduire dans votre fertilisation granulaire. Fait que à ce moment-là, vous faites des économies d'une autre façon. Fait qu'au lieu de l'économiser sur une application pour rebalancer un sol, ben là, vous allez l'économiser sur votre fertilisation. Fait qu'il y a deux façons vraiment de gérer là, des applications de nutri-chaulants. Ouais, tu sais, comme moi, mettons, j'utilise tout le temps la même formule d'engrais partout pour mon maïs. Puis même à cette heure, le soya, fait que je me casse pas le basic. Je fais rien que réduire la dose. Tu sais, dans un champ, je mets du Proca, par exemple. Tu sais, je veux dire, je vais pas surfertiliser parce que dans mon démarreur, j'ai la même quantité que d'habitude ou non? Non. Non, tu ne surfertiliseras pas parce que de toute façon, la potasse qui est dans ton sol présentement n'est pas vraiment disponible. Fait que ça va s'en aller surtout si tu couperais dans ta fertilisation, ben là, ta plante, elle va le prendre. Mais là, le fait de ne pas couper dans ta fertilisation, ça va permettre à ton sol d'absorber ce potassium-là puis de le garder. Donc là, ma potasse, c'est important que n'est pas disponible. Donc, j'étais à 1,6. Donc, attends, tu peux pas ça pas tout. Ça veut pas dire que sur les 360 kg à l'hectare qu'il y a, il y en a juste, 1,6% qui est disponible, non? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai pas la réponse à ta question, mais je sais pas comment le calcul se fait, là, mais je peux te garantir que ce que ça l'indique, c'est vraiment que dans le fond, en haut, c'est vraiment l'entièreté de ton champ. Puis là, ça dit que t'es riche, que t'as beaucoup de potassium, puis quand t'arrives en bas, ben on le voit très bien avec ta saturation en magnésium, elle vient bloquer la disponibilité de ta potasse. Tu sais, ton 367, là, ben là-dessus, là, t'en as une grosse partie qui est bloquée à cause du magnésium. OK. Puis les autres, mettons, le phosphore aluminium, ça a peut-être moins rapport avec les produits que vous vendez, là, mais ce que ça veut dire, ça, celui-là, je sais que c'est aussi la c'est le même principe. Ouais, c'est ça, hein? Parce que dans le fond, c'est que le phosphore, lui, c'est un élément qui est négatif, fait qu'il va se lier aux éléments positifs du sol, dont l'aluminium, c'en est un qui va se lier beaucoup. Fait que quand que dans les, il y a tout le temps les deux, là, le kilo à l'hectare de phosphore, puis les ppm d'aluminium, puis dans le P sur AL, c'est comme le calcul qui va indiquer combien de phosphore est disponible à ton sol. C'est un peu le même principe que la saturation dans le potassium ou le magnésium. Mais pour le phosphore. Fait que ça, c'est vraiment une indication. Fait que des fois, le phosphore peut être très haut, mais si l'aluminium est également très haut, le P sur L n'est pas nécessairement très haut. Parce que le phosphore, il est attaché à l'aluminium, donc non disponible pour la plante. Moi, je dis souvent que le phosphore, c'est un dépendant affectif. Il faut qu'il tienne la main à quelqu'un pour se sentir bien. Fait que lui, il va tenir la main de l'aluminium, puis quand l'aluminium n'est pas là, il va tenir la main de quelqu'un d'autre, puis il va toujours aller se fixer avec... Il va toujours aller chercher quelqu'un d'autre. Il a besoin de quelqu'un. Il n'est pas capable d'être tout seul. Il n'est pas capable d'être tout seul. Il a besoin on veut pas trop non plus qu'il soit tout seul, là, parce que sinon, sinon, il se lessive, puis il s'en va. Il se lessive parce qu'il est négatif. Fait qu'on aime mieux qu'il soit lié, mais avec notre CEC qu'avec l'aluminium. Exact. OK. Ben, hey, c'est pas pire, ça. On
de décortiquer un peu une analyse Mais de je ça. voulais juste amener un point. Oui. Si jamais, mettons, ce champ-là, exemple, là, il avait été chaulé. Oui. Mettons, là, tu me dis, il y a 1 an ou 2, je l'ai chaulé, donc la proposition du Proca n'est pas possible parce que l'effet chaulant va être trop rapide. Mais il y a une autre possibilité d'aller aider un peu ton sol, c'est d'aller vers le produit l'Agrocal que Audrey a parlé, qui est le gyps en poudre, dans le fond, qui, lui, va aller te monter ton calcium. Ben, mais ça, je regarde le calcium. Il y a pas mal, du Il est calcium. haut, mais quand tu regardes ta saturation, elle est basse. OK. Parce qu'elle est totalement bloquée par le magnésium. Donc, pour aller rééquilibrer ces ratios-là, puis aller un peu, comme je disais, là, étendre un peu tes plaquettes d'argile, il faut emmener du calcium entre les plaquettes. Oui, le calcium il est vraiment reconnu pour décompacter les sols. Oui, vraiment. Ouais, comme la chaux. Puis l'Agrocal va aider. OK. Fait que là, j'aurais plus un besoin. Fait que là, tu pourrais mettre. Pardon? J'aurais plus un besoin d'Agrocal dans ce champ-là à cause de ma saturation. Ben, ça va dépendre. Si tu peux chauler vos Proca, parce que si tu fais 2 pierres un coup, là, tu mets potasse et calcium. Mais si, mettons, tu me dis, non, on a chaulé il y a 1 an ou 2 avec une chaux, bon, ben là, on peut pas, là, à ce moment-là, dire on y va avec une autre chaux parce que ça va te surchauler à ce moment-là. Ben là, l'Agrocal va t'emmener du calcium, puis là, tu pourrais y aller avec du potassium tout simplement aussi pour aller rebalancer un peu le champ. Mais au moins, avec l'Agrocal, ça va monter ta teneur en calcium. On a commencé à le faire, nous autres, chez certains producteurs, puis les commentaires sont quand même bons, mais c'est tout nouveau pour nous là, d'aller vers ces produits-là. Ça vient des États-Unis. Eux, ils le font là, depuis un bon bout. Là. Il y a des produits comme les pommes de terre, par exemple, qui ont besoin de calcium, mais qui sont quand même dans un sol acide. Donc, c'est un produit qui est parfait pour les autres. Là. Oui, exactement ça. On le connaît très bien pour la pomme de terre. On l'utilise depuis des années. Mais pour le côté rééquilibrer les sols plus en calcium, ça, c'est nouveau pour nous. Là. Ça fait seulement là, peut-être 3 ans là, qu'on le conseille, l'Agrocal, pour ça. Mais dans les pommes de terre, ça fait des années là, que les producteurs l'utilisent là, justement pour amener du calcium sans chauler. OK. Bon, c'est cool. Hey, mesdames, je vous remercie beaucoup pour toutes les informations pour le live de ce soir. 1000 excuses parce qu'il y a eu une erreur et que je n'ai pas streamé sur Facebook. Habituellement, c'est ça qui amène beaucoup de monde. Puis je me suis rendu compte aussi que le chat ne marchait pas sur YouTube. Fait que là, beaucoup d'apprentissage encore à faire. Mais écoute, le vidéo... merci. Elle existe encore sur YouTube. C'est pas un problème. Elle s'enregistre automatiquement. Une fois que c'est fait, on peut le partager. Il n'y a aucun problème. Puis c'est parfait. Écoute, j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris sur mes analyses à moi aussi. C'est quand même le fun, là. Et puis, oui, tu voulais dire de quoi, Audrey? Non, je veux juste te dire merci pour l'invitation. C'est super. Fait que c'était bien plaisant. Merci beaucoup. On aime toujours ça, jaser d'un sujet qui nous passionne. Ouais. Ben oui. Puis là, on fait ça pour faire connaître l'agriculture, faire connaître toutes sortes de choses. C'est un peu le but des lives que je veux faire. Donc, c'est un peu plus interactif qu'un webinaire, mettons. Quand on ne manque pas notre coup pour les chats. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Restez en ligne. Je passe une petite vidéo, puis on se rejase après le show. OK, merci beaucoup. Là. Bye-bye.